Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau 19-21 sur Arte. Vous cherchez à décoder l'époque, eh bien vous êtes au bon endroit, puisque 5 rendez-vous sont à votre disposition. Il y aura Arte Regard, le dessous des images, Arte Journal, 28 minutes et bien sûr l'essentiel du dessous des cartes. Mais avant cela, commençons par la fin d'un jeu que l'on pouvait pratiquer petit et qui ne devrait avoir plus trop la cote cette année, à savoir allumer et éteindre l'électricité d'une pièce pour faire jour, nuit, jour, nuit. Et bien oui, en effet, le coût de l'électricité va augmenter et la facture s'alourdir encore. Une annonce faite par le ministre de l'économie dimanche qui prévoit une hausse de 8,6% à 9,8%. Vous aurez remarqué la subtilité d'être sous le seuil psychologique des 10%, on sent tout de suite que ça va être moins dur. Cette déclaration acte en fait la fin progressive du bouclier énergétique. Avec cette 3e augmentation en 1 an, cela veut-il dire que nous allons perdre notre titre de l'un des pays d'Europe où l'électricité est la moins chère? Eh bien tout de suite, on sort les chiffres. Les données du ministère de la Transition énergétique montrent qu'en 2022, les prix TTC de l'électricité pour les ménages ont augmenté de 7% en France, quand ils ont carrément bondi de 79% au Danemark et de 40% en Belgique. Au premier semestre 2023, l'Hexagone caracolait, oui, toujours en tête des pays les moins à plaindre au regard du prix du kilowattheure payé par les ménages. Son coût s'élevait à 22 centimes, soit moins que la moyenne européenne, alors de 29 centimes. Seuls la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie font mieux en raison de subventions plus fortes. Alors la France peut également s'enorgueillir d'une électricité moins chère grâce à son parc nucléaire. Mais ça, c'est à condition qu'il fonctionne bien. Les différents problèmes rencontrés dans l'entretien des réacteurs, voire parfois l'indisponibilité de certains, ont fait bondir les factures françaises depuis quelques semaines. Eh bien, il va falloir se le dire, les gars, à 29,8 € le mégawattheure en moyenne, les Français ne sont plus les champions de l'électricité pas chère. Les ménages italiens avec 28,3 €, mais surtout espagnols avec 17,4 € sont désormais mieux lotis. Alors l'augmentation du prix de l'électricité est-elle la future bombe sociale française? Eh bien pour Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, il faut continuer de soutenir les plus précaires en maintenant le bouclier tarifaire. Nous, on a toujours été favorable à ce que les citoyens puissent être protégés, mais comme on n'a pas tous les mêmes ressources, ce qui serait intéressant, c'est que ce bouclier puisse continuer d'être actif pour ceux qui en ont besoin et qui ne peuvent pas absorber cette augmentation de l'électricité. Eh bien oui, aider les plus fragiles, c'est justement une demande des agriculteurs mobilisés en ce moment et dont la baisse du prix de l'énergie fait partie des revendications. Souci, le bouclier tarifaire coûte cher, très cher aux finances publiques, 9 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État chaque année. Cet argent servira dorénavant à financer les énergies renouvelables, mais aussi le chèque énergie versé aux plus précaires. Alors la prochaine hausse conséquente des prix de l'électricité est normalement prévue en 2025. En attendant, la première préoccupation des Français reste le pouvoir d'achat. D'ici là, vous aimez vous éclairer à la bougie? Ah, la vie romantique. Au fait, et si ça aidait finalement au réarmement démographique voulu par le président? Tout se tient, tout se tient. Allez, la suite du 19-21, c'est avec le grand reportage Arte Regard. Dans les Highlands, de riches Écossais récemment installés veulent planter des milliers d'arbres pour réensauvager la région et réduire les émissions carbone. Un engagement pour le climat qui pourrait détruire de nombreuses zones de chasse au désarroi de la population locale. Immersion dans le village de Bunloit en Écosse où la protection de l'environnement s'oppose aux traditions locales. Arte Regard, c'est tout de suite et nous on se retrouve juste après. Un reportage Arte Regard à retrouver sur arte.tv. Allez, on part en Ukraine, où parfois, vous allez le voir, une simple feuille de papier peut provoquer la colère de Vladimir Poutine. Hier, Kiev publiait un document listant les régions russes peuplées historiquement d'Ukrainiens. Alors, 6 localités, toutes voisines de l'Ukraine, on y trouve Krasnodar, Rostov, Belgorod, Bryansk, Voronezh et Koursk, dans lesquelles, selon le document, la Russie commettrait, je cite, des actions destinées à détruire l'identité nationale et à opprimer les Ukrainiens, violant leurs droits et libertés.
Étonnant quand même, hein, parce qu'on croit lire les mots utilisés par le président russe pour justifier son offensive de février 2022. Alors tout de suite, petit point d'histoire. De nombreux habitants des territoires russes frontaliers avec l'Ukraine sont d'origine ukrainienne, conséquence notamment de la domination tsariste, puis soviétique, de frontières mouvantes, de déportation de l'époque stalinienne. Si l'on suit le texte de Kiev, Volodymyr Zelensky serait donc tenté de venir les aider. Exactement le même argument avancé par Vladimir Poutine pour envahir son voisin, venir en aide aux populations de l'Est de l'Ukraine, soi-disant opprimées par le pouvoir de Kiev. Alors avec ce document, Zelensky entretient sa réputation de bon communicant, c'est son arme principale et il l'utilise pour contrarier le maître du Kremlin qui ne se remet pas de l'insolence de cette missive. D'ailleurs, l'actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a dénoncé lundi le décret du président ukrainien l'accusant d'avoir des prétentions territoriales et le traitant de toxicomane. Voilà, rien ne change. Mais étrangement, la Russie a toujours du mal à faire passer son message de libération des peuples opprimés. C'est assez étrange. Allez, la suite du 19-21, c'est avec le dessous des images présentées par Sonia De Villers. On reste en Ukraine. Comment les vidéos prises par les drones sur le front de l'Est servent-elles la propagande militaire? Le dessous des images, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve juste après. Merci Sonia De Villers. Tiens, au fait, on a des nouvelles de Marc Fesneau. Ah mais si, Marc Fesneau, vous voyez qui c'est? Non? Mais si, vous savez, le ministre de l'Agriculture, toujours pas? Bon, trombinoscope, voilà. Marc Fesneau, ben c'est lui, et oui, alors c'est vrai qu'il est très discret, hein, malgré la colère paysanne actuelle, et apparemment, eh bien c'est un style assumé, puisque Fesneau, après la rencontre entre les syndicats agricoles et Gabriel Attal hier soir, a déclaré au journal Le Monde, faut y aller modestement, et ça c'est plutôt mon genre. Mais est-ce vraiment le moment d'être modeste? En tout cas, le ministre de l'Agriculture s'agite tout de même, hein, puisqu'hier, il était en Vendée pour annoncer vouloir accélérer les constructions de réserves d'eau que leurs opposants appellent des méga-bassines. Alors on le sait, c'est un sujet particulièrement tendu entre écologistes et certains agriculteurs. L'idée de pomper dans la nappe phréatique pour conserver l'eau dans des bassines géants afin de faire face aux périodes de sécheresse, divise fortement. On se souvient de cette manifestation à Sainte-Soline en mars 2023, de ces images d'affrontements dans le bocage entre anti-méga-bassines et CRS particulièrement violentes. Alors si cette information peut paraître presque anecdotique face aux difficultés sociales rencontrées par le monde agricole, elle permet surtout au gouvernement d'envoyer un petit message. Et oui, qu'il est du côté des travailleurs, de la terre, que les inquiétudes écologiques peuvent être entendues, certes, mais pas maintenant, qu'on ne va pas commencer surtout à s'intéresser à la sécheresse alors qu'on est en plein mois de janvier. Voilà, des messages subliminaux qui n'apaiseront pas les angoisses des manifestants, mais un petit signe, ça fait jamais de mal, un moment de douceur, voilà, qui leur a été offert par Marc Fesneau. Mais si, vous savez, Marc Fesneau, bon, on va pas s'en sortir en fait. Allez, la suite du 19-21, c'est avec un nouveau numéro de 28 minutes. Guerre Israël-Hamas, le temps de la diplomatie est-il enfin arrivé? L'essentiel du dessous des cartes s'intéresse au nationalisme triomphant du Premier ministre indien. Mais tout de suite, il est l'heure d'Arte Journal, présenté par Méline Freda. Et nous, on se retrouve juste après.